Alors j'ai découvert une petite perle. C'est une dame qui s'appelle Pamela Aubertan, qui enseigne aux Antilles, qui est politologue, et a une bonne analyse. En tous les cas, elle applique sa discipline à la situation actuelle concernant donc l'outil des médias, la propagande. Elle nous donne des références historiques concernant les outils de propagande. Je trouve que c'est instructif, ça nous permet de réviser un petit peu, pour ceux qui connaissent, réviser certains auteurs qui ont marqué l'histoire de la propagande. Et puis d'autre part, elle analyse bien les mécanismes des médias actuels qui sont alliés au pouvoir, donc, et au pouvoir politique et financier. Elle présente correctement les choses de façon simple et très synthétique. Elle balaye un peu tout ce qui s'est passé là ces derniers temps, avec la marginalisation des scientifiques de renom, les mécanismes qui sont de manipulation. Elle parle donc du pouvoir, de la démocratie, de cette utilisation des médias pour faire passer un message. Elle parle du conformisme, de la norme, de la manière dont nous avons été conditionnés enfants et qui fait que les gens suivent comme des moutons une forme de norme et que c'est très difficile de se détacher de cette norme. Enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement brillant ce qu'elle fait. Alors, c'est un peu long, mais vous verrez, on est pris par son analyse. En plus, elle est très agréable à écouter. C'est quelqu'un qui gagne à être découvert, pardon. Et je vous souhaite une bonne écoute. Et puis, vous laissez dans vos messages, comme toujours, ce que vous en pensez. Enfin, pour moi, c'est d'actualité, c'est pertinent. On a besoin d'avoir cette analyse-là aussi pour décoder justement tout ce qui est mis en œuvre pour nous manipuler. Après, il faudra essayer de comprendre pourquoi on cherche à nous manipuler comme ça, pourquoi on cherche à imposer les choses de cette manière-là. Il y a peut-être un dessein derrière, peut-être qu'il est uniquement financier ou autre. Soyons complotistes, amusons-nous à être complotistes, puisque c'est la manière, c'est le sobriquet qui nous est donné quand on conteste la doxa. Donc je vous laisse écouter, et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne écoute, à bientôt. Bon, alors moi je vais aborder la question des médias à travers un regard critique et à travers un certain nombre d'auteurs. Il faut savoir que les médias constituent un pouvoir très important, on l'appelle le 5e pouvoir, et les médias sont très importants dans une démocratie, puisque justement dans une démocratie, les citoyens ont besoin d'être informés, et un citoyen qui n'est pas informé, c'est un citoyen qui subit des choses et qui se comporte un peu comme un mouton. Donc pour que les citoyens soient bien informés, il faut que les médias soient libres, il faut que les médias servent l'intérêt général, et ça c'est important. Or, depuis plusieurs années, on a remarqué dans les médias une concentration aux mains d'une élite. Et ça, ce n'est pas un phénomène, je vous dirais, récent. C'est un phénomène qui existe depuis de nombreuses années et qui s'est intensifié. On le sait aujourd'hui en France, vous avez 10 milliardaires qui concentrent l'essentiel des médias. En plus de 90% des médias. Essentiel, oui, tout à fait. L'essentiel des médias en France est dirigé par 10 milliardaires. Et ça, c'est une tendance que l'on retrouve dans plusieurs pays. Et vous avez plusieurs chercheurs qui avaient déjà alerté et tiré la sonnette d'alarme et qui expliquaient justement que dans les démocraties, pour les élites, pour les classes dominantes, le rôle des médias est très important, puisque dans une démocratie, il faut avoir l'assentiment des masses. Si vous n'avez pas l'assentiment des masses, vous ne pouvez pas faire passer votre point. Donc comment faire pour que votre point de vue, que vos intérêts, qui sont minoritaires et qui vous servent, puissent susciter l'adhésion des classes, puissent susciter l'adhésion de la masse. Comment faire? Eh bien, justement, les médias constituent un outil important, et qui contrôle les médias arrive à contrôler l'opinion publique et arrive aussi à faire un impact sur le pouvoir politique, puisqu'on les appelle les faiseurs de roi. Et ça, justement, les médias permettent justement de manipuler les masses. Et ça, on a eu ça dès les années 1928 avec un ouvrage. Alors, je vous invite à connaître cet homme-là, Édouard Bernays, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelle Propaganda. Et je vais vous lire ce qu'il vous dit, c'est très intéressant,
puisque on a assisté un petit peu à ça. On a beaucoup parlé d'Edward Bernays actuellement, puisqu'il a été visionnaire. Et d'ailleurs, pour la petite info, il était élu par Goebbels, le ministre de la propagande allemand. Alors, vous allez comprendre. Alors, je vais vous faire la petite citation. Donc, il vous dit « La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. » Et donc, Edward Bernays expliquait dès les années 1928 comment il était important dans une démocratie de faire ce qu'il appelait la propagande. Et il disait même que la propagande, c'est l'organe exécutif d'un gouvernement. Et donc, l'idée, c'est d'influencer cette majorité pour satisfaire les intérêts d'une minorité, parce qu'il disait tout simplement en démocratie, les dirigeants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et cet homme-là, il a réussi à faire changer l'opinion publique américaine. Souvenez-vous, durant la Première Guerre mondiale, les Américains ne voulaient pas rentrer en guerre. Eh bien, il a travaillé donc avec la commission Krell, et ils ont travaillé pour faire renverser l'opinion américaine qui ne voulait pas de la guerre et finalement qui l'a réclamée. Et grâce à ça, il a démontré par ses travaux qu'il est possible, sur une grande échelle, de façonner l'opinion publique et de vous amener exactement là où vous avez dit que vous n'irez pas. Et ça, il l'a fait par différentes manipulations, différentes tactiques. Et par exemple, il avait écrit d'autres ouvrages aussi. Et il a après fait une carrière dans la publicité. Alors pour la petite info aussi, moi qui suis une féministe, je me suis intéressée à ça. Il a travaillé pour la compagnie American Tobacco. Et c'est une compagnie de cigarettes. Et en fait, cette compagnie voulait doubler son chiffre d'affaires. Alors il s'est dit, mais tenez, les femmes ne fument pas. Pourquoi je ne m'intéresserais pas aux femmes? Alors il a eu l'idée brillante d'associer l'émancipation des femmes, tout le courant féministe, en disant, mesdames, la cigarette est associée aux hommes, vous aussi vous pouvez fumer. Alors il a organisé ce qu'on appelle les flambeaux de la liberté, où les femmes fumaient et les suffragettes fumaient, et donc ça montrait l'émancipation des femmes. Alors les femmes étaient contentes, mais en fait, ça a permis d'augmenter le but. Donc il a manipulé un peu les féministes. Tout à fait, le but, mais il a fait que ça. Une vie de manipulation. Il n'a fait que ça. Donc, vous voyez, comment, dès les années, alors ça ne date pas d'aujourd'hui, alors des fois j'entends des gens qui compétissent, mais non, ça date depuis un moment, depuis que les démocraties sont beaucoup plus modernes, et puis vous avez un auteur que vous devez à tout prix connaître si vous vous intéressez à la propagande dans les médias, c'est Noam Chomsky. Alors Noam Chomsky, il a fait plusieurs livres, donc Propagande, médias et démocratie, et un qui est délicieux, un peu compliqué à lire, mais super, ça s'appelle La fabrique du consentement. Ouais. Comment les médias arrivent à vous, justement, vous faire adhérer à des choses que vous direz non, jamais je vais adhérer à ça, et arrivent à vous percevoir, à vous persuader que c'est bon pour vous. Et donc justement, les médias permettent en fait. Et c'est ce qu'expliquait Noam Chomsky dans un de ses ouvrages. Il disait, les médias, ça permet d'écraser toute la dissidence, sans aucune effusion de sang. C'est-à-dire qu'on vous met de côté complètement, et on pourra regarder les mécanismes, on peut vous mettre de côté complètement et faire que ce soit qu'une seule idée qui passe. Alors il expliquait comment ça se passe. Premièrement parce il expliquait que ça se fait à travers 5 filtres. Premier filtre, les médias appartiennent essentiellement à des grands groupes. On le sait, je vous ai parlé tout à l'heure, 10 milliardaires contrôlent les médias en France, mais c'est la même chose aux États-Unis. Et au niveau mondial, vous avez des conglomérats qui contrôlent, à peu près une dizaine, pareil, qui contrôlent les marchés des médias américains. Donc ça, aux États-Unis, c'est les mêmes tendances. Même chose, les médias, ils se financent comment? Ils se financent par la publicité. On ne paye pas. Mais de toute façon, dites-vous que si vous ne payez pas, c'est vous le produit. Donc on ne paye pas, et donc du coup, vous êtes dépendant des sponsors publicitaires. Et s'il y a des choses qu'ils ne veulent pas voir, vous êtes obligé de ne pas les mettre. Autre chose aussi, les médias aujourd'hui sont en complicité avec le pouvoir politique et le pouvoir financier. On le sait, c'est le pouvoir financier qui a des actions dans les médias, mais également avec le gouvernement. Et pour la petite histoire, le gouvernement français, sur les 5 milliards qu'on a donnés à la culture et aux médias, 2 milliards ont été aux médias, dont 666 millions à la presse. Donc ça montre bien... 2 petits milliards. Oui, donc ça montre bien que les plus gros financeurs et les subventions sont essentiellement l'État et
les entreprises privées. Donc du coup, l'État et ces entreprises, ces gros groupes, ont un droit de regard sur l'information. Et donc, ils veulent faire passer un type d'information qui, bien sûr, vont les avantager. Et également, donc là, on arrive à notre quatrième filtre. Le quatrième filtre, c'est les contre-feux. Chaque fois que vous allez avoir une personne qui déroge au discours dominant, systématiquement, cette personne, on va la mettre de côté. Alors, soit on ne va pas l'inviter, ou sinon on va enchaîner ce qu'on appelle développer la machine punitive. Donc on ne va pas l'inviter, on va la traiter de tous les noms, on va dire qu'elle n'est pas sérieuse, on va la discréditer, on va chercher une petite histoire. C'est le cas, on l'a vu, du professeur Perron, c'est le cas de Didier Raoult. Alors tous ces grands scientifiques ont été complètement discrédités parce qu'ils n'allaient pas dans le sens de la doxa. Et bizarrement, effectivement, ce sont les plus grands scientifiques français qui ont tous été mis à l'écart. C'est-à-dire que tous les premiers dans les disciplines, à l'écart, à côté. Voilà, c'était pour envoyer un message. C'est un message très clair, c'est-à-dire que la médiocrité et le conformisme vous font progresser et justement, les gens qui vont jusqu'au bout de leur pensée sont mis de côté. Mais ça, c'est un phénomène qui existait bien avant le Covid. Il faut le savoir, même quand on parlait du terrorisme ou des attentats de 2011, toutes les personnes qui ont des avis critiques, notamment aux États-Unis, avaient été mis complètement de côté. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. C'était des complotistes. Voilà. Ceux qui avaient des thèses différentes, c'était des complotistes. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ça existait depuis, et le Covid, en fait, a simplement révélé ce qui existait depuis. Et puis également, ce qui est important, c'est toujours avoir un ennemi commun pour fabriquer le consentement. Il faut qu'on se focus sur quelqu'un. Donc, par exemple, c'est il y a un téléspectateur qui me dit justement, c'est le cas du conseil scientifique local, par exemple. De quoi? D'avoir été mis au banc, justement. Chaque fois que vous faites une déclaration, on a effectivement vos adversaires qui viennent et qui vous discréditent. Moi, j'ai été un peu choqué, je le dis, parce qu'on s'est beaucoup discrédité pendant cette période. Et il y a des gens qui sont importants, je pense, dans ce pays, qui apportent quelque chose, comme vous toutes les deux qui êtes présentes sur le plateau ce soir. Et ils ne se gênent pas pour atomiser tout le monde. Donc tout le monde, c'est des incompétents, tout le monde, c'est des feignants, tout le monde, c'est des imbéciles. Enfin bref, j'hallucine. C'est hallucinant. Mais ça fait partie d'une des stratégies qu'expliquait Chomsky. C'est pour ça que je vous dis, moi, quand j'entends les critiques, je me dis, voilà, ça, c'est la partie contre-feu, c'est-à-dire que toutes les personnes qui émettent un avis critique et divergent, tout de suite, il y a la machine punitive qui est lancée pour la discréditer. Ça fait partie de la game, une fois que vous êtes au courant. Moi, je n'envoie que de l'amour et de l'empathie à tous ces gens-là. Très bien. Voilà. Et puis aussi, il y a toujours besoin, c'est ça, on a toujours besoin d'un ennemi commun pour fabriquer le consentement. Donc, c'était les terroristes, les vilains terroristes, les vilains chinois, les vilains russes. Donc, on a cristallisé sur Ben Laden pendant une décennie. Voilà. Et là, maintenant, ça permet de canaliser l'opinion public et ça agit en filtre, comme c'était les communistes. Souvenez-vous, au moment, c'était les communistes, les Russes. Là, maintenant, ce sont les complotistes. Et puis en Guadeloupe, apparemment, maintenant, c'est le conseil scientifique. Donc, il faut toujours un ennemi. Mais bon, écoutez, c'est de bonne guerre. Il n'y a pas de problème. Et puis, un autre élément aussi que l'on voit justement dans cette stratégie de manipulation de la masse par les médias, c'est l'arrivée des experts. Vous voyez, on a vu énormément d'experts sur les plateaux télévisés. Et en fait, souvent, ces experts ne sont indépendants qu'en permanence. Quand vous creusez un petit peu, vous voyez qu'ils sont souvent rémunérés par des consultants, ils sont employés dans des think tanks, ou sinon on finance leur recherche. Et donc en fait, et ça bien avant le Covid, le Covid on l'a vu, mais bien avant le Covid, vous aviez déjà, par exemple, pour tous les cas de l'amiante, ou tous les gros scandales, vous avez même pour le climat, des communautés d'experts qui, eux, en fait, font un peu de la propagande. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans le sens de la doxa, donc dans le sens du gouvernement ici, puis on va se dire, comme c'est un expert, c'est un médecin, c'est un professeur, un grand professeur, on va l'écouter. Et ça, il faut le savoir, dès les années 60-70, les industriels américains avaient fait ça, notamment l'affaire du sucre, l'affaire des produits chimiques. Ils avaient catapulté des experts, des scientifiques, des médecins pour convaincre l'opinion. Et ça, ils s'étaient servis de l'expérience, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez l'expérience de Stanley Milgram. Oui, alors, une expérience très très intéressante qui a été faite dans les années 60-70. Justement, l'idée c'était de voir jusqu'à où êtes-vous capable d'obéir. Et Stanley Milgram avait fait une expérience, alors il avait dit à des participants, on va voir l'effet de la douleur sur la mémorisation.
mais il avait embauché des acteurs. Alors, il y a des participants qui ne savaient pas qu'il y avait des acteurs en face, et chaque fois que vous donniez une mauvaise réponse, eh bien, on vous avait un dosage de vous appuyez sur un bouton et la personne recevait une décharge. Et c'est le bourreau, justement, qui, lui, n'est pas un acteur dans l'expérience. Voilà, exactement. Donc, la personne qui appuie n'est pas l'acteur, et la personne en face doit mimer. Et le professeur qui est là, qui est avec la personne, ça se passe à l'université, lui dit, attention, au-delà de 300 votes, la personne ne répond plus. Et en fait, on a remarqué que, écoutez bien, 65% des gens, 65% des gens ont été jusqu'à des doses de 370 volts, tout simplement parce qu'on leur dit allez-y, appuyez. Il a donné une mauvaise réponse, appuyez. Et les gens voyaient les gens crier, agoniser, mais ils appuyaient parce qu'on leur disait d'appuyer. Parce qu'on leur a inculqué, et donc Stanley Milgram a tiré ça en disant mais c'est fou comment les gens sont capables d'obéir, justement parce que c'était un professeur d'université, c'est à l'université, c'est une expérience scientifique, et à quel point justement dans toute notre structure on apprend à obéir justement à l'enseignant, au professeur, aux personnes qui ont de l'autorité. Ils ne pensaient pas du tout obtenir ces résultats-là. Au début non, et même les gens se sont... À la fin de l'expérience, quand ils ont fait les débriefings, les gens se disent ah ben tiens, vous voyez, ils se sont même pas rendus compte. Et vous avez vu l'expérience qui a été refaite d'ailleurs dans une télé-réalité, et là c'était la présentatrice TV qui disait aux gens, c'était le jeu de la mort, je crois que c'était fait aux États-Unis, qui disait aux gens d'appuyer sur le bouton, et bien là on est monté à 80%, parce que c'était les médias. Donc on voit bien que en fait, les gens placés avec des experts, avec les médias, sont dans une forme d'hypnose, dans une forme de décalage, et donc, du coup, ils obéissent. Et on le voit, du coup, ça vous montre ainsi le pouvoir de ceux qui contrôlent les médias, qui sont en mesure de vous manipuler et de vous faire aller exactement là où vous ne voulez pas aller. Souvenez-vous, en décembre 2020, sondage, 80% des Français avaient dit moi, vaccin anti-Covid, j'y vais pas. Les gens avaient dit non. Et regardez maintenant. Ils ont embauché l'un des meilleurs cabinets de conseil, le cabinet McKinsey, qui a appliqué toutes les techniques d'ingénierie sociale. Et il faut que les gens prennent conscience de ça. C'est des cabinets conseils qui définissent la stratégie politique du gouvernement depuis plusieurs mois maintenant. Toute la communication, en tout cas toute la communication sur la campagne de vaccination, et ils ont appliqué toutes les techniques d'ingénierie sociale. Et comme l'expliquait Philippe Boubola, qui travaille beaucoup sur l'ingénierie sociale, si vous ne connaissez pas votre cerveau et votre fonctionnement, les autres le savent. Et ça, c'est important de connaître comment justement on arrive à me faire aller là où j'ai pas envie d'aller. Et beaucoup de gens, face à l'autorité où dès petit on vous apprend à respecter les normes, respecter l'autorité, on a une pédagogie qui vous pousse à ça, et bien quand vous avez l'État qui vous dit ça, des experts médicaux, des professeurs de médecine qui vous disent ça, même j'entends beaucoup de gens dire docteur, moi dis-moi ça. Quand vous avez répété ça pendant plusieurs jours par les médias, beaucoup de gens qui avaient dit qu'ils ne seraient pas vaccinés se sont fait vacciner. Donc on voit ici comment on peut utiliser ce pouvoir. Alors ça peut être aussi utilisé à bon escient. Par exemple, on peut aussi l'utiliser pour pousser les gens à consommer moins, à consommer des produits locaux, par exemple, à manger bio, à faire attention à l'environnement. On peut pousser les gens dans un sens positif comme dans un autre sens aussi. Mais il faut avoir conscience de ça. Et c'est pour ça que Noam Chomsky disait qu'aujourd'hui, les médias ne font plus toujours leur travail d'information dans certains domaines, et ils participent à une forme de désinformation de la population. Et il expliquait dans son ouvrage dans les années 80-90 que c'était un grave danger pour la démocratie, surtout qu'on était dans des démocraties qu'on peut qualifier de basse intensité, parce que vous avez une collusion très forte entre les acteurs privés et les acteurs financiers. Un peu trop forte, un peu trop étroite cette collusion. Voilà. Là, elle est prégnante, là, maintenant. On a même une fusion, on aurait dit presque, entre les deux. Et pour terminer, Noam Chomsky vous disait, en fait, la presse n'est plus le contre-pouvoir, elle n'est plus le cinquième pouvoir, c'est un outil de propagande, et en fait, elle traite les informations essentiellement pour servir les élites économiques et politiques. Elle relaie les dépêches gouvernementales. Oui, les grands producteurs, oui, on l'a vu. C'était un relais. Et là, ça s'est vraiment vu pendant le Covid. On avait vraiment une presse de propagande. D'ailleurs, j'entendais des gens qui disaient tiens, c'est télé-préfecture ou télé-État. Mais oui, j'entendais beaucoup de commentaires sur les réseaux aussi, pour certaines chaînes. Et aujourd'hui, le traitement est aussi parcellaire. Par exemple, quand vous décidez de faire que le focus sur les victimes, par exemple des victimes du Covid, et pas sur tous les gens qui ont été guéris,
et pas sur les choses positives, vous biaisez, donc vous mettez les gens dans un état, et je pense que Séverine nous en parlera, vous mettrez les gens dans un état de stress, parce que vous mettez que les informations négatives. Et ça aussi, c'est voulu pour vous orienter vers exactement là où vous ne voulez pas aller. Mais en avoir conscience, c'est important. Une fois que vous avez conscience de ça, on peut moins vous manipuler. Et c'est pour ça que vous avez des auteurs comme Noam Chomsky, Édouard Bernays ou Antonio Gramsci qu'on n'étudie pas beaucoup. On ne veut pas trop que vous connaissiez ça. Hein? Parce que quand vous côtoyez ces auteurs-là, difficile de jouer dans les esprits après. C'est plus difficile de vous orienter là où vous n'avez pas envie d'aller parce que vous reconnaissez les mécanismes. Voilà. Mais est-ce que quelqu'un qui est déjà pris un peu dans la machine peut se rendre compte, peut se réveiller, se rendre compte, je suis manipulé, je suis utilisé? Oui. Après, effectivement, le souci, moi je pense que c'est bien, on en parlera, des fois ça devient une croyance, ça devient une part de notre identité. Par exemple, un Américain allait lui dire que la propriété privée n'a pas toujours existé et qu'il y a d'autres formes de propriété, et que s'il est pauvre, c'est peut-être pas de sa faute et que c'est la faute du système. Ou les armes à feu avantagent essentiellement, sous prétexte de votre liberté, ça avantage essentiellement les industries d'armement qui manipulent. Et ça fait partie de son identité, ça fait partie de sa croyance. Et c'est vrai qu'on est conditionné, on a été conditionné par exemple à accepter des inégalités pas possibles. C'est pas normal que 1% de la planète, des milliardaires, se partagent les richesses de 4,6 milliards de personnes. C'est pas normal et pourtant on accepte ça. On a appris à accepter plusieurs formes de privation. Quand il y a eu le sauvetage des banques en 2008, on a accepté que les États versent énormément d'argent aux banques et quand on a demandé de l'argent pour les hôpitaux, il n'y en avait pas. Et on a accepté. Donc, on est conditionné à accepter l'inacceptable, comme on est conditionné à accepter que vous avez chaque jour 10 000 personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès aux soins. Vous avez beaucoup d'enfants qui meurent de faim et on accepte. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. Or non, c'est un système qui a été mis en place, si bien qu'en ce qui concerne la faim, Jean Ziegler, qui avait travaillé aux Nations Unies, qui avait été le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'alimentation, avait dit quiconque meurt de faim meurt assassiné, c'est pas normal. Mais, vous voyez, ça n'a pas suscité plus de choses que ça. On accepte. On accepte, on se résigne parce qu'on nous répète que c'est comme ça. Ou sinon, on vous répète que c'est pour votre bien. Il y a des gens qui sont convaincus que c'est pour leur bien. Et que l'État leur veut du bien, que les médias leur veulent du bien, et que c'est pour leur bien, et que c'est vous qui n'êtes pas net, qui êtes complotiste, parce qu'on vous a formaté à écouter l'autorité. Et ça, c'est difficile. Je pense que c'est bien d'en parler. Psychologiquement, il y a des gens qui ont toujours fait ce qu'on leur a demandé de faire. C'est pour ça que moi, j'ai énormément d'empathie et de bienveillance pour tous les gens qui suivent les directives du gouvernement, parce que ça prend un certain courage de dire « non, moi, je ne suis pas ça ». Ça prend une certaine personnalité de dire non et d'affirmer. Non seulement de dire non, de critiquer, et de l'affirmer devant les médias. Ça prend un certain courage. Sur la durée aussi. Et ça prend certaines habiletés pour pouvoir encaisser. Parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas encaisser. Il y a des gens qui ont toujours appris, des petits, à faire ce qu'on leur demandait. Et qui ont réussi comme ça aussi. Les gens qui ont réussi, des fois, c'est parce qu'ils ont toujours suivi les normes. On parlait des fois des gens diplômés. Oui, mais aux États-Unis, moi je me rappelle, un de nos profs nous dit, oui, mais si les gens diplômés, c'est les gens qui ont suivi les règles du système. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents. Ça veut dire qu'ils avaient des bonnes habilités pour suivre les règles du système. D'accord. Donc voilà.